Le fait de savoir que le piège existe équivaut au premier pas pour lui échapper. C'est ce que dit le duc Leto Atréide à son fils Paul lorsque celui-ci s'inquiète de l'évidente embuscade qui leur est tendue sur Arrakis par la maison rivale des Harkonnen. Paul Atréide, le héros de Dune, a la capacité de voir l'avenir et donc de connaître les pièges qui l'attendent lui et l'humanité. Mais pour notre réalité à nous, c'est aujourd'hui l'œuvre de Dune, pourtant publiée en 65, qui pourrait bien nous permettre de repérer les discrets mouvements de fond qui se mettent en place et s'apprêtent à propulser notre société dans un monde gouverné par un néo-féodalisme technologique. Ouais, il y en a beaucoup des mots, mais on va comprendre tout ça ensemble. Dune, initialement créé par Frank Herbert au travers d'un cycle de 6 livres et récemment adapté au cinéma par Villeneuve, est une œuvre de science-fiction dont l'univers peut sembler relativement éloigné du nôtre. Pourtant, ce monde, imaginé dans les années 60, avant même le choc pétrolier, semble avoir prédit notre présent de plus d'un demi-siècle plus tard, de la même manière que son héros, Paul Atréide, le Muad'Dib, Usul, peut voir l'avenir. Dans cet épisode garanti sans spoiler, on va mener une petite analyse politico-économique de ce chef-d'œuvre afin de comprendre les mutations que nous observons dans notre propre société. Parce que, sous ces apparences de libéralisme effréné, l'économie mondiale pourrait bien être en train de retomber dans un nouvel ancien monde. Le néo-féodalisme. Un peu comme l'Empire Galactique de Dune en l'an 10191 après la Grande Convention. Je suis Alcide et vous regardez Sortie d'usine, et puisque le premier pas pour échapper à un piège est de le connaître, prenons ensemble un peu d'épices et pressentons les dangers qui guettent l'humanité. La plupart des spectateurs de Dune, et même une partie des lecteurs depuis la sortie du livre en 65, ont pu voir dans l'œuvre de Frank Herbert une critique acerbe du capitalisme, qui asservit les peuples et détruit les systèmes écologiques. Pourtant, et c'est là un élément super important, l'univers de Dune n'est pas capitaliste et repose plutôt sur un système féodal. Pour montrer ça, il convient de faire un petit résumé des forces en présence et des relations entre les différentes factions. En plus, si vous comptez aller voir le film 2 qui sort cette semaine, ça vous fait une petite piqûre de rappel pour pas vous perdre entre les personnages. Ouais, maintenant je suis accro au livre, mais à l'époque quand j'ai vu le film 1, j'étais un peu Joe Biden, je comprenais pas tout ce qui se passait autour de moi. L'histoire de Dune se déroule principalement sur Dune, aussi appelée Arrakis, une planète désertique faisant partie de l'Imperium, le grand empire galactique qui regroupe la quasi-totalité de l'humanité sous un même joug. La planète Dune est particulièrement importante pour la civilisation, car c'est le seul astre où est produite l'épice gériatrique, aussi appelée mélange ou épice. C'est une ressource essentielle puisque son ingestion est un prérequis au voyage spatial. Alors, sans spoiler, on va dire que la ressource permet surtout de piloter les vaisseaux lorsqu'ils atteignent des vitesses supraluminiques. On n'en a pas forcément besoin pour se déplacer entre les systèmes solaires, mais sans elle, on reste cantonné à des vitesses normales, et donc à des durées de trajet de plusieurs centaines voire milliers d'années. Bref, pour que l'Empire puisse constituer un système agrégé, il faut l'épice, pour assurer une forme de communication entre les planètes de l'univers connu. A l'époque de l'intrigue 1 et 2, on se trouve dans le 11e millénaire de l'Imperium, qui lui-même est né des dizaines de milliers d'années après que l'humanité ait quitté la Terre. La fondation de cet empire fait suite à un événement extrêmement important, le djihad butlérien, une sorte de guerre civile, croisade à l'échelle galactique, qui aura duré plus d'un siècle et sur laquelle nous reviendrons en fin de vidéo. En l'an 10191 donc, les forces mobilisées sont les suivantes. Tout d'abord, on a les héros. La famille Atréide, la dynastie régnante de la planète Caladan, et dont font partie le duc Leto, sa femme Jessica, et leur fils Timothée Chalamet. Enfin, plutôt Paul, ou Muad'Dib, ou Usul, ou un de ses autres nombreux noms. Ils forment une famille royale tellement gentille que c'en est presque cliché. Ils sont droits, ils sont généreux, ils sont courageux, en gros c'est les Griffons d'or. Et à cette petite mif trop mignonne s'ajoute toute une cour aristocratique de personnages plutôt stylés et chevaleresques, qui vont tous se retrouver sur Dune lorsque l'empereur décidera d'attribuer le contrôle de la planète à la dynastie des Atréides. Ce transfert de fief, ça ne va pas du tout plaire à notre autre faction, les Harkonnen, qui détenaient le gouvernorat de cette planète depuis plusieurs dizaines d'années et en tiraient énormément de profit. Les Harkonnen sont également une famille noble, originaire de la petite planète de Giedi Prime. Et là où les Atreides sont très gentils, les Harkonnen sont très méchants. On peut le reconnaître tout de suite au fait que leur patron, le baron Vladimir Harkonnen, est aussi chauve que Cyrus North, aussi gros que le mois de 2022, si gros d'ailleurs qu'il se déplace avec des petites machines volantes, les suspenseurs, afin de soulever son importante surcharge pondérale. Dans les bouquins, et c'était pas vraiment politiquement correct, on ajoutera que le baron Vladimir est également un homosexuel, et là l'association devient vraiment odieuse pour les gros, les chauves et les LGBT, le baron Vladimir est en bon méchant, un gros pédophile dégueulasse comme normal. Bref, on a compris, les Atreides c'est les gentils et les Harkonnen c'est les méchants. Difficile de faire plus cliché. Pourtant, d'un point de vue politique, ils représentent exactement la même strate de suzerains avec la même forme de pouvoir. Ce sont deux familles majeures qui ont juré allégeance à l'empereur Padishah IV, lui-même issu d'une famille royale héréditaire, la maison Corrino.
En fait, dans ces familles, le pouvoir se base sur la propriété de terres, de planètes, qui se transmettent de main en main sur la base du sang. La richesse de ces puissances se base sur la part qu'ils prennent, une rente, des productions réalisées sur leur territoire. Dune produit de l'épice, Caladan produit du riz pundi, les sujets travaillent et les seigneurs ramassent. Ensuite, ces fiefs, ces territoires, ils ne se vendent pas, il n'y a pas vraiment un marché des planètes. Les transferts de terres ne se font que par la guerre ou sur décision impériale, ce qui est notamment le cas de la planète Arrakis dans le fameux piège qui est tendu au duc Leto. Ces grandes familles sont représentées dans une entité agrégée appelée le Landsraad, qui leur permet de défendre leurs intérêts face à l'Imperium, auquel ils sont en principe soumis, ou à s'organiser face aux agissements de certains de leurs membres. Parce que oui, même s'ils ont juré allégeance à l'empereur, les grandes familles, et même les familles mineures, peuvent se faire la guerre entre elles. L'empereur ne tient son empire unifié que parce que ses stratégies d'alliance avec ses vassaux et ses puissantes armées de Sardaukar, des soldats d'élite, lui assurent une forme de suprématie militaire. À la différence de nos états modernes, il n'y a pas de monopole de la violence par celui qui siège en haut de la pyramide. Ce système, c'est ce qu'on appelle un système féodal, dont tous nos personnages font partie. Ce n'est pas un modèle politique et économique qui se base sur le marché. D'ailleurs, puisqu'on parle de ressources, du riz pundi et plus particulièrement de l'épice, elles ne sont pas non plus soumises à un libre marché capitaliste, ou du moins pas à l'échelle interplanétaire. Tout d'abord, le voyage interplanétaire fait lui-même l'objet d'un monopole. C'est comme la SNCF à l'époque, même si t'as un train, du personnel formé, t'as pas le droit de juste le poser et de le faire rouler sur les chemins de fer. Tu peux pas lancer ta propre boîte de transport, y a que la SNCF qui peut. Bah là c'est pareil, le monopole est détenu par la Guilde Spatiale, une organisation créée il y a 10 millénaires avec la Grande Convention en même temps que le reste de l'Imperium. Je sais que ça va donner des sueurs froides à ce gros naze de Bruno Le Maire, mais pas d'ouverture à la concurrence. Bref, avec l'Empire féodal, la Guilde Spatiale constitue le deuxième pilier d'équilibre de l'humanité, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Grande Convention. La Guilde suit un principe de neutralité et n'est pas censée s'impliquer dans les affaires de l'Empire. Elle se contente de transporter des personnes et une quantité astronomique de marchandises d'une planète et d'un système à l'autre. Moyennant rémunération, évidemment. S'il y a marchandises, c'est bien qu'il y a marché, allez-vous me dire. Et vous aurez en partie raison. C'est là qu'intervient le troisième pilier d'équilibre de l'humanité, le combinat des honnêtes auberts marchands, plus couramment nommé le CHOM. Le CHOM, c'est une organisation galactique qui rassemble l'intégralité de toutes les formes de commerce existant dans l'univers entre les planètes. C'est important, à l'échelle des planètes, il y a du commerce interne, qui est géré par les seigneurs du fief. Mais dès qu'on parle d'échanger des biens et marchandises entre les systèmes, alors ça passe par le CHOM. Le CHOM gère donc l'échange d'épices, de nourriture, de biens manufacturés, de technologies, bref, de tout ce que peut transporter la Guilde Spatiale. Et ils se font un fric monstre là-dessus, fric qui retombe dans la poche des grandes familles, qui sont quasiment les seuls actionnaires du CHOM. Plus ta dynastie va réussir à se tailler sa place dans le CHOM, à obtenir des directorats, des monopoles sur le commerce de certaines ressources, plus elle deviendra puissante. Contrôlons la monnaie et les alliances, que la racaille s'amuse du reste. Ainsi dit l'empereur Padisha. Et il ajoute, si vous voulez des profits, il faut régner. Il y a une certaine vérité dans ces paroles, mais pour ma part, je me demande, où est la racaille et où sont les gouvernés? Waouh. Wow. Bon, après, l'univers de Dune est ultra riche et on a tout un tas d'autres factions, avec notamment le Bene Gesserit, qui a pu marquer pas mal de spectateurs du film 1, avec la boîte qui fait mal aux doigts. Je sais pas, je trouve ça rigolo. Il y a aussi les Tleilaxu aux confins de l'univers, et puis les Ixiens avec toutes leurs inventions. Le but n'est pas d'être exhaustif ni de vous inonder avec mon nerdisme, mais plutôt de se concentrer sur les éléments concrets qui nous permettent d'illustrer cette histoire de féodalisme. Parce que ce qu'on vient de montrer là, c'est que l'univers de Dune, il est pas capitaliste, il est féodal. Les grandes familles nobles détiennent des terres, du pouvoir militaire, tout ça transmis héréditairement, et ce sont les ressources produites par leurs sujets qui exploitent leurs terres qui font leur richesse. Le commerce est presque sous contrôle total de ces familles, et il existe extrêmement peu de personnes en mesure de créer leur propre commerce pour devenir riches. Ou alors ça reste très local, comme par exemple les marchands d'eau sur la planète de Dune. L'existence de monopoles sur le voyage et le commerce interstellaire empêche tout simplement l'émergence de marchés et de concurrence. T'auras beau avoir un Sigma Entrepreneur Grindset, t'iras pas pisser bien loin parce que tout simplement, tu peux pas. Et c'est bien ça qui caractérise le féodalisme. La féodalité, c'était le système qui prédominait mondialement avant la révolution industrielle, soit avant le début du 19e siècle. Dans ce système, toutes les formes de pouvoir, c'est-à-dire politique, religieux, judiciaire, surtout militaire, sont détenues par une petite caste aristocratique foncière qui contrôle la population par sa propriété terrienne, qu'elle légitime par l'hérédité et fait respecter par la force. Loin d'être centralisé, le pouvoir féodal se base sur des contrats interpersonnels, des accords entre seigneuries, des échanges de fiefs entre souverains, des relations de subordination, en bref, un tas d'accords qui font que les aristocrates régnants font un peu ce qu'ils veulent, et peuvent faire ou défaire les alliances et les protections en fonction des avantages du moment. En clair, c'est l'idée que vous vous faites du Moyen-Âge. J'insiste,
La politique et l'économie d'un monde féodal reposent sur les relations interpersonnelles, pas sur la loi, pas sur des contrats, et on le comprend très bien au vu de l'intrigue qui se déroule dans le film. Parce que oui, le monde de Dune, il fonctionne exactement comme ça. À partir de la Grande Convention, le monde s'est organisé sous la forme du néo-féodalisme. Mais comme je vois que vous n'êtes pas tout à fait convaincu que c'est plus du capitalisme, je pense qu'il va falloir reprendre toutes ces étapes une par une et voir déjà comment nous, on est passé du féodalisme au capitalisme pour le bonheur des plus grands et des plus petits. Et une fois qu'on aura compris ça, on pourra se demander si nous aussi, on risque pas de retomber dans le néo-féodalisme. Bon, au XVe siècle, en Europe, nous vivons dans des systèmes féodaux. Comme on l'a dit, cela signifie qu'il existe de nombreuses strates de pouvoir, avec un système de vassalisation qui laisse les différents suzerains relativement autonomes, leur permettant notamment de se faire la guerre entre eux, même s'ils ont le même seigneur. Ils peuvent également tenter de renverser le roi s'ils sont pas contents, et surtout si la puissance militaire de ce dernier n'est pas suffisante, ce qui a tendance à pousser ce dernier à accepter un peu toutes les revendications de ses vassaux, un peu comme ces putains de factions d'indépendance dans Crusader King 2. Le pouvoir se base donc sur la force militaire, et se traduit en contrôle de fiefs. J'ai une grosse armée, je fais peur à tout le monde et donc je peux contrôler un grand territoire. Dans ces fiefs, les paysans, les serfs, ont le droit de cultiver la terre, de couper du bois, de chasser dans la forêt, ou même de faire de l'artisanat et de vendre des petits bols bretons trop mignons avec ton nom écrit dessus sur les marchés, à la condition de payer la dîme. Et ouais, on reverse une rente au seigneur parce qu'on utilise sa propriété. Comme l'écrit l'économiste et ancien ministre des Finances grec Yannis Varoufakis, la vie économique du monde féodal n'implique aucun choix économique. C'est-à-dire que tu restais vivre où tu étais né, tu devais faire le travail de tes ancêtres, sans jamais imaginer pouvoir un jour acheter tes propres terres. Tout simplement parce que ça ne se vendait pas, ça se conquérait. Cette absence de liberté fait qu'il n'y avait pas de marché ni pour la force de travail du serf, ni pour les terres en elles-mêmes, qu'on peut considérer comme le capital de production. Seules les marchandises, les céréales produites, les biens d'artisanat pouvaient constituer des petits marchés décentralisés et avec une liquidité très limitée. Mais à la fin du Moyen-Âge, les choses vont petit à petit changer, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue politique. L'évolution technologique, en particulier en navigation et en logistique, vont permettre aux marchands d'échanger des marchandises jusqu'à plus loin et jusqu'à plus cher. Là, on ne parle pas encore de la révolution industrielle, mais simplement de l'explosion du commerce en lui-même. On échange de la laine, de la soie, du lin, des épices, et ça rapporte beaucoup plus de fric que de produire des betteraves. Et ce différentiel qui naît va avoir deux conséquences. Tout d'abord, la plus évidente, c'est qu'on voit apparaître des familles de marchands, une sorte de petite bourgeoisie qui n'appartient pas à la noblesse, mais qui commence à peser dans le game politique, tout simplement parce qu'ils ont un pognon de dingue et donc une forme de pouvoir. Le deuxième point, et on en revient à la notion de choix économique de Varoufakis, c'est que le visage du travail va changer. Les seigneurs féodaux, ils sont de l'ancienne génération, mais ils sont pas si bêtes. Ils voient bien que les serfs qui cultivent des betteraves sur leurs terres, ça leur fait des rentes pas dégueu, mais pas tout à fait à la hauteur de ce que touchent les bourgeois marchands. Alors pourquoi pas expulser tous ces pécores pour transformer ces terres agricoles en pâturage et ainsi produire de la laine, dont la rentabilité explose grâce au commerce. Ce mouvement, qui se passe d'abord en Angleterre, qu'on appelle le mouvement des enclosures, va se dérouler de la fin du XVIe siècle jusqu'au XVIIe siècle, et il est considéré par Karl Marx comme l'un des bouleversements les plus importants du passage du féodalisme au capitalisme. On l'appelle enclosure parce que le concept va tout simplement être de définir des enclos, de décider qui a le droit de travailler dedans et qu'est-ce qu'il a le droit d'y faire, et d'interdire à toutes les familles qui y travaillaient depuis des siècles d'y entrer pour y faire quoi que ce soit. Au-delà du caractère absolument abject que ça revêt d'expulser des gens de leur terre ancestrale, il y a là un important shift sur le choix économique. Les anciens serfs, maintenant sans terre, vont devoir trouver une autre manière de subsister, et cette manière, c'est le salariat. Ils ne vont plus travailler pour produire pour eux-mêmes en reversant une rente, mais vendre leur force de travail à un propriétaire terrien contre un salaire. Le travail devient une commodité, il y a la naissance d'un marché du travail. De la même manière, les seigneurs féodaux vont pouvoir louer leurs terres à des entrepreneurs dont l'objectif sera de produire plus de richesses que le loyer que ça leur coûte. Dans ce mouvement, qui s'étale en réalité sur des siècles, l'information importante à retenir, c'est qu'il est désormais la norme de vendre sa force de travail, et qu'il est également possible de vendre des moyens de production, c'est-à-dire à ce stade encore de la terre. Mais vous le savez, avec la révolution industrielle qui arrive, le capital de production va proportionnellement comporter de moins en moins de terres agricoles, mais plutôt des machines, des outils, du capital d'investissement. C'est quand même une sacrée transformation. Politiquement, le féodalisme va aussi s'effondrer avec l'émergence de plus en plus claire du contre-pouvoir de la bourgeoisie, qui préfère d'abord échanger avec un pouvoir centralisé plutôt qu'avec un millefeuille de suzerains, se faisant la guerre pour un oui ou pour un non, et vont influencer l'apparition des monarchies absolues, très centralisées. Puis finalement, avec les révolutions républicaines, prendre directement le pouvoir eux-mêmes, au travers des pouvoirs parlementaires électifs. Je simplifie évidemment, je ne suis pas anti-républicain, rassurez-vous, mais force est d'admettre que ces modes de gouvernement ont été établis par la bourgeoisie contre l'aristocratie.
Pour citer encore Varoufakis, le capitalisme est venu à la vie en transformant les sociétés avec marché en sociétés de marché. Et oui, le marché est désormais partout. Tout s'échange, tout se vend, tout s'achète, la terre, les biens, le travail. La montée en puissance de la bourgeoisie a ouvert un nouveau pan de liberté économique. Elle a détruit les monopoles, mis en place par la puissance militaire et le contrôle des terres, et donc a détruit leur rente. Et c'est là que se produit la véritable transition qui distingue économiquement le féodalisme du capitalisme. Ce n'est pas simplement l'explosion du pouvoir conféré par la propriété du capital. On peut déjà considérer les monopoles et les fiefs comme du capital. Non, la vraie différence, c'est la lente transition de la rente vers le profit. On l'a dit, dans le féodalisme, c'est la rente qui prédomine. Le seigneur possède la terre, laisse les serfs la travailler, puis s'arroge une part du produit de leur travail. Dans le capitalisme, c'est le profit qui prédomine. Et si la différence avec la rente n'est pas évidente, elle est essentielle. La rente, comme le profit, sont la différence entre les revenus et les coûts. Arithmétiquement, c'est la même chose. La différence va tenir dans la nature de cette valeur créée par le capital. Dans le cas de la rente, on parle d'un capital qui est rare par essence, comme par exemple pour la terre, ou artificiellement rare, comme dans le cas de monopole sur une seule ressource. Il faut voir que dans cette situation, peu importe la performance de son capital, le propriétaire peut prélever sa part. Ton proprio, il va te faire payer ton loyer même si le voisin du dessus, il fait des travaux. Le seigneur, il prélève la dîme au serf même quand la récolte est désastreuse. Et De Beers continue à vendre ses diamants même s'ils ne sont pas rares, en référence à cette super série sur l'industrie du diamant que vous pouvez voir sur l'excellente chaîne Sortie d'usine. On parle alors de rente. C'est un revenu du capital complètement sécurisé, qui est prélevé parce que le sujet n'a pas d'autre choix que de le verser, que ce soit pour survivre ou atteindre un certain confort. Ce qui est important, c'est que c'est un revenu qui n'est pas sujet au risque et à la concurrence. Dans le cas du profit, ce qui est différent, c'est que cet argent, il est sujet au résultat de l'activité, à la performance, à la concurrence. Prenons le seigneur des enclosures de tout à l'heure, qui a préféré salarier des ouvriers agricoles plutôt que de prélever une rente sur des serfs. Si une année les moutons ne donnent pas de laine, il ne vendra rien mais devra quand même payer les salaires. Au global, il va perdre de l'argent. Dans le cas du logement, si on prend un hôtel et non plus un proprio, si ça fête un peu trop fort la Saint-Valentin dans la suite au-dessus, tu peux toujours demander à changer de chambre, t'as un pouvoir sur le propriétaire. Ou tu peux tout simplement aller dans l'hôtel en face. L'hôtelier doit fournir un travail pour maintenir la qualité de son service et s'assurer la rentabilité. On n'est plus sur une rente, mais sur du profit. Et pour De Beers, l'émergence de concurrence ces dernières années les pousse à innover, voire à baisser leur prix, ce qui montre que sans monopole, leur rente est devenue un profit qui est exposé au risque. Bon, allez, une dernière illustration. Dans son article What is Rent? What is rent? All of you tax me, don't tax me so much. Le jeune data analyst Ruben Douglas propose une image ultra pertinente pour illustrer cette différence qui reste assez subtile, la métaphore du bœuf et du pique-bœuf. Je sais pas trop si elle est vraiment de lui, le type est relativement inconnu, mais je la trouve plutôt géniale. Le pique-bœuf est un oiseau qui vit une relation a priori symbiotique avec le bœuf. Le volatile vit sur le dos du gros mammifère et va se nourrir en mangeant les mites, les tiques, tous les parasites qui vont se mettre dans la fourrure du bovidé. Les deux en tirent un bénéfice. Le premier de la nourriture, l'autre une bonne santé. Mais ce bénéfice n'est pas de la même nature pour chacun. Car si les parasites viennent à manquer sur le bœuf, il faut bien manger. Et l'oiseau va se mettre à attaquer la chair du bœuf pour se nourrir, devenant ainsi lui-même un parasite. La relation devient donc négative pour le bœuf, mais reste au même niveau de bénéfice pour le pique-bœuf. Si on considère cette symbiose comme un capital pour chacun des deux animaux, le bénéfice qu'ils en tirent n'est pas de même nature. L'oiseau tire en quelque sorte une rente de cette relation. Quoi qu'il arrive, peu importe la quantité de parasites, il se nourrit à sa faim et est heureux. Enfin, s'il savait que la consommation de viande est responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre, il serait peut-être pas aussi heureux, mais bref. Le bœuf, lui, n'a aucun moyen de chasser l'oiseau et ne peut pas se soustraire à cette relation. L'oiseau tire donc une rente de la symbiose, il a une relation féodale avec son capital, d'autant que le bœuf n'a pas vraiment le choix que de se faire picorer, tout comme le serf n'a pas vraiment le choix que d'exploiter les terres du seigneur pour survivre. Dans l'autre sens, le bœuf a une relation plus capitaliste avec l'oiseau. S'il a des parasites, il en tire un bénéfice, mais dans d'autres conditions, cela lui nuit. Il s'agit donc d'un profit du capital qui présente des risques. En plus, même quand le bœuf a des parasites, l'oiseau peut décider d'aller picorer sur un autre bovidé, de la même manière que dans le capitalisme, on a vu que les travailleurs avaient acquis une liberté économique de choisir leur employeur. Bon, si l'image a évidemment ses limites, comme toute image, on voit bien la différence, et à première vue, la rente ça semble plus intéressant pour le patron que le profit. Alors, pourquoi on a switché avec autant d'hégémonie vers le modèle capitaliste? Eh ben tout simplement parce que dans le cas des profits,
L'action humaine, elle a beaucoup plus d'impact sur le rendement du capital que dans le cas de la rente. La rente, par nature, elle est déjà poussée au maximum que peut supporter celui qui la paye. On se doute bien qu'un seigneur, s'il pouvait augmenter la dîme qu'il prélève, il le ferait, que le proprio, s'il pouvait monter son loyer, il le ferait. Le profit, lui, va varier en fonction de facteurs extérieurs, certes, mais surtout en fonction de l'esprit entrepreneurial, à la Thibaut InShape, de la capacité à réorganiser les manières de produire, de vendre, à imaginer de nouveaux produits, à innover, etc., etc., etc. Et donc, potentiellement, atteindre des revenus largement plus importants que ceux de la rente. C'est en particulier vrai quand on va ouvrir de nouveaux marchés sujets à la compétition. Et à mesure que l'exploitation du capital pour en tirer un profit et non plus une rente devenait de plus en plus intéressant, nous étions enfin entrés dans la merveilleuse ère du capitalisme, du libre-échange, de la concurrence, de l'innovation effrénée où les industriels rêvant de faire fortune ont fait chauffer les méninges pour trouver de nouveaux marchés, battre la concurrence, aller toujours plus loin dans les optimisations des coûts et décrocher des profits records. C'est le cadre d'à peu près toutes les histoires qu'on raconte sur cette chaîne Sortie d'usine à laquelle vous devriez définitivement vous abonner immédiatement si ce n'est pas déjà le cas. Je suis désolé pour l'anglicisme définitivement, il n'était pas écrit. Mais de la même manière que le féodalisme était une organisation politique et économique en perpétuelle évolution qui a abouti au capitalisme, le capitalisme lui-même n'est pas un modèle économique aux caractéristiques figées dans le temps et n'a cessé de changer de forme depuis son avènement. Et vous allez voir qu'il est très probable que nous soyons dans la phase terminale du capitalisme, qui pourrait bien nous ramener au féodalisme, comme dans Dune. Comment pourrait-on revenir au féodalisme ? Pour comprendre ça, il faut observer les différentes mutations qu'a subi le capitalisme depuis son avènement. Comme on l'a vu, ce dernier est né de la supplantation progressive de la rente du capital, autrefois permise par le monopole et par nature peu risquée, par le profit permis par la liberté économique, beaucoup plus sujet aux facteurs extérieurs mais permettant des revenus records grâce à l'ouverture de nouveaux marchés concurrentiels. Et avec l'industrialisation qui s'en est suivie, l'économie a changé de visage, les capitaux industriels prenant un poids de plus en plus important dans les activités humaines. On est alors au début du XXe siècle dans un monde relativement libéral, où les États laissent plus ou moins les industriels gérer leur croissance, leur production, et devenir de plus en plus gros à mesure qu'ils ouvrent de nouveaux marchés, et se battent rageusement pour en tirer les meilleurs profits. C'est en particulier le cas aux États-Unis, le cœur battant du capitalisme, où des entreprises industrielles énormes se constituent, avec General Electric, Ford, General Motors. C'est l'âge d'or. Et puis, il y a le crash de 1929, avec la Grande Dépression des années 30. Eh oui, le crash, parce qu'à mesure que les entreprises grossissaient en taille, les banques devenaient également obèses, histoire de pouvoir prêter les sommes gargantuesques nécessaires, par exemple, à l'électrification du pays. On n'a pas rentré dans les détails de pourquoi ça crache, parce que ça mériterait une vidéo à part entière, mais la bourse s'effondre, les banques font faillite à la chaîne, et l'économie américaine, et par ricochet l'économie mondiale, se prennent bien les pieds dans le tapis, que ce soit pour les industries comme pour les gens. Les limites du profit capitaliste et des périls qui lui sont associés par nature sont mises à nu. Certes, ça rapporte énormément, mais quand les risques sont systématisés, le jour où ça plante très fort. Et comme le dirait probablement un philosophe un peu médiocre à la télé pour se donner l'air intelligent, le mot crise vient du grec décider. Alors, le président américain de l'époque, Franklin Roosevelt, il va décider, et promulguer le New Deal. Le New Deal a consisté à lancer des grands projets d'infrastructures publiques, à mettre en place des programmes de protection sociale, et surtout à remettre la finance publique au centre du jeu, plutôt que de tout laisser gérer par les banques privées, qui d'ailleurs ont fait l'objet d'une très forte régulation. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, l'intervention de l'État américain dans les affaires des capitalistes va encore monter d'un cran. Les industries vont produire ce que le gouvernement ordonne et dans les volumes qu'il leur a édictés. En échange, l'État finance les investissements et garantit les profits. Les prix sont désormais fixés, plus besoin de compétition entre les concurrents. La recherche publique, dont le projet Manhattan n'est qu'un exemple monumental parmi tant d'autres, fournit des myriades d'innovations à l'industrie et forme des pools d'ingénieurs et de scientifiques qui pourront ensuite être employés par les entreprises privées. Bref, un soutien public et une intervention dans la production qui, le souligne Varoufakis, n'ont rien à envier à la planification des soviets de l'autre côté du globe. Et bizarrement, quand on fait de l'économie planifiée, on obtient des résultats, et l'économie de guerre ainsi déployée voit sa production multipliée par 4 en seulement 5 ans, tout en maîtrisant l'inflation et en ramenant le chômage à des taux historiquement bas. Le revers de la médaille, c'est que les organismes publics et les mégacorporations qu'ils ont ainsi fait croître se sont retrouvés dangereusement proches. Tous se sont retrouvés avec les mêmes intérêts, assouvir l'appétit toujours plus grand de ces entreprises en croissance, en demande, en innovation technologique. Il est loin le temps des petites entreprises tentant d'ouvrir de nouveaux marchés et à se tirer la bourre pour générer du profit en prenant des risques. Désormais, les entreprises sont massives et fonctionnent en oligopole. Il n'y a plus aucun risque sur la production puisque les volumes et les prix de vente sont garantis. Les revenus du capital sont devenus des rentes. On est à mi-chemin entre un stalinisme privatisé et un néo-féodalisme qui ne dit pas son nom, mais tout ça peut se résumer en quelques mots, économie de guerre. Sauf qu'une économie de guerre, quand il n'y a plus de guerre,
Ça marche plus. Après l'armistice, la demande en armement est assez logiquement en berne, tout comme le besoin en innovation. Et nos armées d'ingénieurs et d'ouvriers dans l'industrie, il va bien falloir les occuper, parce que soit on va se retrouver avec un taux de chômage délirant, soit on va bouffer les profits des entreprises au point de les voir toutes s'écrouler, l'économie avec. Alors, au lieu de produire des tanks, des munitions et des avions de chasse, on va produire des machines à laver, des voitures, des robots de cuisine et tout un tas de merdes qui raviront Bobonne à la maison et son mari qui aura le droit à de bons petits plats. Mais le marché américain seul ne suffisait plus pour reconvertir l'énorme capacité industrielle militaire développée par les Ricains pendant la guerre. Il allait falloir trouver de nouveaux marchés, et c'est là que le capitalisme mondialisé a pointé le bout de son nez. À travers des plans publics, les États-Unis vont remodeler l'Europe, grâce à l'établissement entre autres de l'Union Européenne, mais également le Japon, dont ils vont carrément écrire la constitution à l'image du nouveau capitalisme américain, favorisant les méga-corporations autant que possible, et surtout sabrant les pratiques culturelles locales pour créer de nouveaux marchés de consommateurs. Cette nouvelle mutation, née aux États-Unis, va ainsi se propager partout dans le monde. Le capitalisme est désormais soutenu par les États, qui l'organisent sous la forme d'entreprises massives, dont seuls quelques concurrents sont présents dans chaque secteur. Étant donné l'influence énorme ainsi acquise par ces entreprises dans les économies nationales, leur survie est désormais plus ou moins garantie par les gouvernements, qui ne peuvent pas se permettre de les laisser couler. La compétition diminue, le risque diminue, et la nature du revenu généré par le capital industriel ressemble de plus en plus dangereusement à une rente. Et ce qui va achever de transformer le capitalisme en ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est le processus similaire qui va parallèlement s'effectuer dans le monde de la finance. Si l'industrie mise sur la croissance, les investissements doivent eux aussi être de plus en plus importants. Et puisque le risque est assuré par les États, il n'y a aucune raison de se priver, la soupe est trop bonne. La spéculation, elle aussi, prend de plus en plus d'ampleur. On échange des actions de plus en plus rapidement, mais également des obligations, des petits morceaux de dette. Le progrès technologique et les ordinateurs vont surtout permettre de modifier la manière dont on investit. On va plus simplement prêter aux entreprises ou aux particuliers, mais utiliser de nouveaux instruments financiers, comme les options ou les dérivés, des sortes de bouquets de plus petits éléments. Si un de ces petits éléments vient à rompre, c'est pas très grave, il est dilué dans le bouquet. Même si une entreprise fait défaut, l'argent est découpé en 6 petits morceaux mélangés avec plein d'autres petits morceaux, qui ne va grosso modo rien se passer. Enfin, ça c'est sur le papier et du point de vue de celui qui achète l'indicateur. En réalité, découper le risque en 6 petits morceaux le dilue certes d'un point de vue individuel, mais il l'éparpille et le rend systématique. C'est ce qu'il va se passer en 2008 avec la crise des subprimes. Alors certes, il y a eu ce crash en 2008, mais la transformation était déjà effective. Le capitalisme, déjà financiarisé, était devenu complètement financier. C'est-à-dire que comme la nature du capital avait changé lorsque le profit avait dépassé la rentabilité du capitalisme financier a pris le dessus sur le capitalisme industriel. On est d'accord, le cœur de l'activité réelle, c'est bien l'industrie qui génère la valeur, mais désormais, les décisions sont principalement prises sur des critères de rentabilité bénéficiant à d'anonymes actionnaires. Ça paraît assez bateau, et on pourrait facilement m'imaginer en Sarwell en train de faire du diabolo devant la fac de Rennes quand je dis ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 2008, quand toutes les banques se sont déclarées en faillite les unes après les autres, récoltant la tempête qu'elles avaient semée, les États n'ont pas eu d'autre choix que de les sauver, de leur fournir du cash qui venait pas de nulle part mais de la poche du contribuable, ou en tout cas qui allait impacter leur niveau de vie. C'est quelque chose de profondément révoltant, et que personnellement, en tant qu'ado, j'arrivais pas vraiment à comprendre. J'avais vraiment l'impression que les dirigeants, ils avaient simplement trahi le bon peuple et qu'ils donnaient tout à leurs copains les puissants. Puissants qui, soit dit en passant, faisaient de base leur beurre sur notre dos. Ouais, Sarwell, Diabolo, fac de Rennes, tout ça. La réalité, c'est que les États n'avaient pas le choix. Cette dernière mutation avait fait de la finance le support absolu qui supportait toute l'industrie et toute l'économie réelle. On avait donc soit le choix d'assumer leurs erreurs à leur place, soit de regarder la société s'effondrer avec la finance dans la pauvreté et l'inégalité la plus crasse. Je sais que c'est le rêve humide d'un certain nombre d'accélérationnistes, mais à l'époque, il n'y avait pas énormément d'accélérationnistes à la tête des gouvernements du monde. On sent bien qu'il y a des relents de rente, de féodalisme dans cette histoire. L'ensemble de la société ne peut pas se soustraire à l'autorité de la finance, elle en est complètement dépendante. Elle n'a donc d'autre choix que de laisser les fonds prélever leur part sur ce qui est produit, tout en sachant très bien qu'en cas de crash, ce sera à la société d'assumer les conséquences. Comme le seigneur qui prélève la dîme aux serfs qui travaillent ses terres, que la récolte soit bonne ou mauvaise. Dans une interview, Varoufakis donne cette illustration extrêmement frappante. Suite au Brexit, le 12 août 2020, les marchés apprennent que le Royaume-Uni rentre en forte récession, avec une diminution de 20% des revenus nationaux en seulement 7 mois. C'est généralement le signe de très mauvais résultats économiques, et logiquement, une finance basée sur la profitabilité des entreprises devrait paniquer et alléger son portefeuille d'actions. Mais non, la première réaction des marchés fut plutôt d'en acheter plus, suivant un raisonnement finalement tout à fait logique. Au vu de la situation catastrophique, la Banque d'Angleterre allait être obligée de faire tourner la planche à billets pour aider les entreprises, donc c'était le parfait moment pour racheter encore plus d'actions. Ça paraît débile, mais c'est en réalité un comportement parfaitement rationnel. Le suzerain se sait intouchable et il prélève sa rente.
Alors enfin, la voilà, la dernière mutation du capitalisme, sa dégénérescence sur l'autel de la rente. À mesure que les nouveaux marchés peinent à être ouverts, le capitalisme ne sait que devenir rentier, qu'on observe dans la finance, mais également dans tous les domaines industriels établis, avec l'érection de monopoles ou d'oligopoles partout où cela est structurellement possible. La constitution d'une caste de plus en plus réduite. On ne parle plus de la bourgeoisie libérale des premiers temps, que pointait Marx du doigt, mais bien d'un petit groupe de personnes possédant des étendues démentielles. C'est plus le 1%, c'est le 0.0001%. Mais quand même, entre l'émergence d'un capitalisme rentier et l'univers néo-féodal de Dune, il reste un écart. Pour que la comparaison ne s'arrête pas là après ces comparaisons historiques, on va faire comme Timothée Chalamet et ses rêves prophétiques toutes les 5 minutes de film, on va essayer de voir dans le futur sur la base des observations actuelles. Cette comparaison entre le monde de Dune et les évolutions de la réalité, elle n'est pas sortie de mon cerveau malade de gauchiste tendance nerd. En fait, c'est même une idée qu'on retrouve dans la postface du livre 1 dans sa version française, rédigée par Gérard Klein. Gérard Klein a une certaine légitimité à s'exprimer sur le sujet. Au-delà d'être lui-même un auteur de science-fiction et un très grand connaisseur de Dune et de Frank Herbert, GG est surtout économiste de formation. Il a bossé 20 ans pour la Caisse des dépôts et consignations, et il se targue même d'avoir participé à la création du plan épargne logement. Ouais, on parle de PEL dans une vidéo sur Dune, la vie est pleine de surprises. Dans cette postface donc, Klein affirme que le choix du néo-féodalisme dans l'Empire galactique est une intention politique et prospective de l'auteur. En bannissant la bourgeoisie libérale et la démocratie de son univers, Frank Herbert fait un pari sur ce qui lui semble être l'avenir de notre société. Gérard Klein rappelle que cette prédiction du néo-féodalisme n'est pas nouvelle, et que depuis l'avènement du capitalisme tout neuf dans les années 1800, les économistes et les sociologues n'ont cessé d'alerter sur le fait qu'il n'était mécaniquement qu'une transition. À mesure que la répartition du capital se concentre entre quelques mains, un mouvement naturel dès lors qu'on n'ouvre plus de nouveaux marchés, cela allait conduire à l'émergence de monopoles et à la centralisation du pouvoir politique et économique dans les mains de néo-suzerains. Et de citer les idéologies concurrentes qui ont tenté de ressusciter le féodalisme le siècle dernier, les staliniens avec la nomenclatura, les nazis avec la création d'une oligarchie aristocratique. Pourtant, force de constater que la bourgeoisie libérale l'a emporté à la fin du siècle, tout en limitant jusqu'alors la centralisation des pouvoirs. Et si elle l'a emporté jusqu'ici, c'est par une régulation importante du privé, une législation antitrust, anti-monopole, permise par la découverte de nouveaux marchés et le maintien d'une forme de concurrence grâce au processus de mondialisation. On constate cependant bien que ces caractéristiques, qui permettent le maintien du capitalisme bourgeois et libéral, reposent sur des facteurs transitoires. Alors, comme le conclut Gérard Klein, dans la réalité comme dans Dune, la résurgence d'une féodalité aristocratique correspond à une nécessité quasi biologique. La société libérale a été un luxe temporaire. Annoncer le néo-féodalisme, c'est une chose, mais comment exactement cette mutation pourrait-elle avoir lieu ? Eh ben GG, qu'on pourrait pas tout à fait soupçonner d'être un bolchevique, il va nous donner des éléments de réponse, et même nous dresser le portrait robot de nos futurs maîtres. Le monde industrialisé contemporain contient indéniablement certains ferments de la néo-féodalité. Les transnationales exercent à l'échelle du globe des pouvoirs déterritorialisés, ayant pour principal objectif le profit, et laissant subsister d'immenses lacunes qu'elles ne se soucient aucunement de contrôler, contrairement aux États. Elles peuvent tenir tête à la plupart des États, et savent exercer partie au moins de leurs activités en dehors des zones de contrôle de ceux-ci. Elles sont souvent dirigées par des élites, quasi héréditaires, au moins du point de vue du recrutement et de la formation. À l'intérieur de ces organisations, les relations interpersonnelles l'emportent sur les relations purement contractuelles. Klein modère ensuite ce propos, en disant que jusqu'ici, on s'en est pas trop mal sorti, et que les crises ont plutôt tendance à briser les monopoles et à redistribuer les pouvoirs. Sauf que cette postface, elle a été écrite en 2003, et que depuis 2003, il y a eu 2008, et que les événements et tendances récentes ont de quoi remettre en cause cet optimisme de libéral. Et Gérard, dans son texte, le pressent tout de même un peu. Avec l'accélération des bouleversements technologiques, un maître en chasse l'autre, dit-il. C'était vrai en 2003. Mais même si on aime beaucoup Gérard avec sa tête de mafieux un peu stylé, on va redonner le micro à Yanis Varoufakis avec son ouvrage plus récent de 2023, Techno-féodalisme, ce qui a tué le capitalisme. Le concept de techno-féodalisme développé par Varoufakis pour nommer cette nouvelle ère économique dans laquelle nous entrons se base sur deux constats. La première, c'est que le moteur du capitalisme rentier actuel n'est plus basé sur le profit privé, mais sur l'argent des banques centrales. Comme on vient de le dire, les banques centrales de chaque pays font imprimer de l'argent, que les banques privées prêtent ensuite aux entreprises pour les maintenir à flot. Comme c'est de l'argent facile et sécurisé, les corporations les utilisent pour racheter leurs propres actions, dont la valeur ne dépend plus de la profitabilité de leurs activités, mais bien de leur sécurisation par les États.
Ainsi, ces entreprises étendent leurs fiefs sur le dos du contribuable. Les banques centrales, bien que souveraines et au plus haut niveau de décision, sont prises en otage par leur propre stratégie de ne pas laisser les entreprises et les banques privées couler, et sont obligées d'assurer leur croissance. C'est un retour à la situation féodale, où le roi n'a d'autre choix que d'écouter les demandes de ses vassaux sous peine de voir l'édifice entier de son empire s'écrouler. Le deuxième constat, c'est l'apparition des GAFAM et autres géants de la tech. D'après Varoufakis, ces plateformes ne sont plus dans le marché et sont sorties de la logique capitaliste libérale. Sur chacune d'entre elles, des technologies algorithmiques appartenant à des groupes restreints de dirigeants contrôlent à la fois ce qu'il est possible de vendre, qui voit quelle marchandise, et déterminent également la part, la rente, que prélève la plateforme sur les transactions. Sur les marchés normaux où les entreprises échangent des biens, la profitabilité ne fait que reculer avec le temps, et elle dépend de plus en plus des banques centrales. Dans ces entreprises classiques, le coût des salaires, du travail, représente en général en moyenne 80% des coûts totaux. Ce qui fait que les revenus de l'entreprise sont majoritairement réinjectés dans la société, chez les travailleurs. Alors que dans les entreprises technologiques, la part du travail ne représente qu'un petit pourcent des coûts totaux. Le travail semble y être devenu quasiment gratuit. Comment c'est possible? Tout simplement parce que sur ces plateformes, ce qui génère de l'argent, c'est le travail gratuit de ses utilisateurs. Big Tech n'est plus soumise au marché, elle est devenue le marché. L'image utilisée par l'ancien ministre des Finances grec est assez frappante. Imaginez-vous dans un univers où vous arrivez dans une petite ville où il y a plein de gens qui s'échangent des marchandises, des gadgets, des vêtements, de la nourriture, etc. Ça ressemble à un marché normal, mais vous vous rendez compte petit à petit que tous les magasins, ils appartiennent à un même type, à un gars très très chauve qui s'appelle Jeff Harkonnen. Et Jeff ne possède pas juste l'ensemble du marché, il décide de qui voit quoi sur les étals. Les magasins ne déterminent les biens à la vente qu'en fonction d'un mystérieux algorithme, possédé lui aussi par le baron Bezos. Amazon, Google, Meta, Twitter ne produisent ni capital ni profit. Ils nous font simplement payer un loyer pour que nous, serfs numériques, puissions créer de la valeur sur leurs fiefs digitaux. Le capital central du techno-féodalisme, ce n'est plus le capital industriel qui avait été supplanté par le capital financier, ni ce dernier qui a affaibli son pouvoir de commandement en s'associant trop fortement avec les banques centrales. Le capital le plus important de cette ère qui s'ouvre, c'est le capital d'information, ou plutôt le capital de réseau d'information. Le capitaliste traditionnel utilise son capital pour générer du profit et ainsi augmenter son capital standard. Le techno-senior mobilise lui son capital de commandement, le réseau, l'algorithme, la plateforme, pour nous obliger à produire pour lui en créant, en vendant et en achetant sur son fief. Dans le capitalisme libéral, on avait une forme de liberté, on choisissait son maître. Dans le techno-féodalisme, nous sommes revenus à l'état de serf, obligés de cultiver la terre du seigneur pour survivre. Et c'est là que la comparaison avec Dune devient particulièrement intéressante. Je vous avais parlé dans la première partie du fameux événement à l'origine de la fondation de l'Empire et de la Grande Convention, le djihad butlérien. Pour résumer ce que fut le djihad butlérien, il suffit de regarder son premier commandement. Tu ne feras point de machine à l'esprit de l'homme semblable. Et ouais, 10 000 ans avant l'arrivée de Timothée Chalamet sur Dune, les humains utilisaient tout un tas d'ordinateurs, de supercomputers, de méga chat GPT pour réaliser la plupart de leurs tâches. Non seulement ces intelligences artificielles avaient fini par créer une société où les humains étaient asservis, où la poignée d'hommes qui contrôlaient ces technologies tenait l'ensemble de l'humanité sous son joug, mais en plus, les machines avaient usurpé le sens du beau, l'indispensable individualité qui est à la base de nos jugements vivants, comme il est écrit dans le tome 4. Une croisade sanglante afin d'éliminer tous ces techno-oppresseurs computationnels a donc ravagé la galaxie pendant plus de 100 ans, aboutissant à l'univers où se déroule l'intrigue des bouquins et des films. Un monde où l'on forme des humains spécialisés, les mantas, pour pouvoir mener des analyses de données sans avoir à utiliser d'ordinateur. Et où l'on favorise la manipulation génétique du vivant plutôt que l'innovation technologique jugée dangereuse et taboue. Dans les livres, ils utilisent notamment des canisièges, c'est des chiens modifiés génétiquement pour prendre la forme d'un séant et puis masser la personne qui s'installe en fonction de ses réactions, juste pour pas utiliser d'ordinateur. Ouais, parce qu'un siège massant qui te masse trop bien, ça commence à être un peu dangereux, hein. Ok, tout ce qui est sorti de l'imagination de Frank Herbert est pas forcément à garder. Après, sans spoiler, il existe bien des factions qui vont créer des développements technologiques qui frôlent les interdits, et ça génère pas mal de réflexions et d'intrigues dans les 10 000 ans d'histoire qui sont couverts par les livres. Je peux pas vous en dire plus pour pas vous gâcher le plaisir, mais l'essentiel est là. Dans Dune aussi, l'enjeu de l'innovation technique, et en particulier des ordinateurs et des intelligences artificielles, est central. Et son intrication avec le pouvoir politique et économique est un sujet récurrent de l'œuvre. Et je le rappelle, ça a été écrit en 1965. Bon, j'avoue, tout ça est un peu désespérant.
du féodalisme au capitalisme libéral, du capitalisme rentier au techno-féodalisme, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on pourra être heureux. En plus, quand on voit que l'espace aussi est en train d'être privatisé par ces mêmes techno-seigneurs, avec SpaceX pour Elon Musk, ou encore Blue Origin pour Jeff Bezos, il y a de quoi s'inquiéter pour notre futur empire galactique. Mais finalement, dans cette tentative de se projeter dans notre avenir pour mieux en éviter les pièges, les messages de Dune comme de Varoufakis sont clairs. Méfions-nous des plateformes numériques, des machines à penser et de leurs créateurs. Car au-delà de devenir les suzerains de ce nouveau monde et de nous obliger à travailler pour eux, ils sont également en train de nous dépouiller de notre humanité. Nous rêvions autrefois d'un monde où les machines pourraient travailler pour nous, pendant que nous peignons, écrivons des livres ou des poèmes. Aujourd'hui, l'avènement des IA bat son plein, et pourtant nous voilà toujours en train de trimer, pendant que les IA remplacent les peintres et les poètes. Alors, la citation de tout à l'heure, qui est de l'empereur Dieu lui-même, si vous savez, vous savez, je la redis encore une fois. Les humains ont mis dans ces machines de quoi usurper notre sens du beau, notre indispensable individualité, qui est à la base de nos jugements vivants. Naturellement, il faut détruire ces machines. Alors oui, quand je fais cette vidéo, que je poste sur YouTube, et que vous regardez une pub, ou 30, installez vite un bloqueur, pour pouvoir la regarder, nous sommes tous la pub, le technocère de Google et de ses propriétaires. Mais au moins, je vous en prie, ne laissons pas les machines usurper notre sens du beau, et continuons à créer nous-mêmes, et à refuser de consommer le contenu des machines pensantes. Quant à empêcher le capitalisme de se féodaliser, l'histoire qu'on a vue ensemble ne nous semble pas laisser beaucoup d'espoir d'un meilleur système. Mais ce qu'on apprend, c'est que l'organisation de notre monde évolue par deux aspects. Il y a certes l'innovation technologique, qui transforme nos manières de faire et modifie l'économie, mais il y a également la politique, l'action publique. Dans Dune, le fonctionnement tout entier de l'univers est basé sur la Grande Convention, un texte qui ne découle pas d'un fonctionnement inné de l'humanité, mais bien de choix humains, qui établissent des règles pour contrôler le fonctionnement de l'économie et brider les développements technologiques pour ne pas en être l'esclave. Dans la réalité bien concrète, ces choix politiques se traduisent par exemple par la politique du New Deal de Franklin Roosevelt, qui a bel et bien transformé la manière dont l'économie mondiale fonctionne. Il y a donc sûrement un chemin, qui passe par la prise en main de notre propre destin, sans nous laisser soumettre au seul maître des développements techniques, une longue traversée, en équilibre sur la corde, qui pourra nous offrir un avenir différent de celui que nous peignent Frank Herbert, Gérard Klein ou Yanis Varoufakis. Sans stagner dans la bourgeoisie libérale non plus. Nous devons entrevoir cet étroit chemin, notre sentier d'or. Ne perdons pas espoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire parce que je suis devenu un énorme fan de Dune en fait, après avoir touché au tome 1 une demi-seconde. J'ai pas encore fini de tout lire, mais à l'occasion de la sortie du film 2, j'avais vraiment envie de pouvoir parler du sujet sur la chaîne. Au final, ça s'est avéré assez technique, mais j'ai pu me reposer pas mal sur les travaux de Yanis Varoufakis, dont je reprends pas mal d'analyses. D'ailleurs, je pense prochainement faire un épisode dédié à ce personnage, donc si vous voulez pas le rater, abonnez-vous à la chaîne. Le moment est également tout choisi pour vous demander de lâcher un pouce bleu, et surtout un commentaire. Encore une fois, le travail que je mets, ce qui me fait plaisir en retour, c'est de pouvoir lire vos réactions, vos avis, même quand vous n'êtes pas d'accord. Donc surtout, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez soutenir du travail vraiment humain dans cet océan de machines pensantes, et j'exagère pas du tout, partagez la vidéo. Pour la petite note nostalgique, c'est la dernière fois que je tourne dans ce salon où j'ai commencé la chaîne il y a maintenant 2 ans et demi, peut-être bientôt 3 ans, parce que dans quelques jours, je déménage de l'autre côté de l'Europe, dans le pays de Yanis Varoufakis justement. Donc voilà, bisous le salon. Sur ce moment émotion, comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre journée d'aujourd'hui et de demain, c'est cadeau. N'oubliez pas de bien ajuster votre distill quand vous sortez du siège pour chevaucher Shai Hulud. C'était Alcide pour Sortie d'usine. Ciao.